Bonsoir à tous. Merci, je suis vraiment ravie d'être là parce que l'Andorre, c'est plein de souvenirs d'enfance. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, je ne suis pas là pour ça. Et du coup, ça faisait très longtemps que je n'étais pas revenue. Et c'est vrai que je suis assez impressionnée par l'organisation et je remercie les organisateurs et puis par l'audience. Merci Monsieur Villanova, professeur, pour votre introduction. Alors vous êtes inquiété de la question que j'ai posée, quel monde après la guerre d'Ukraine? Moi je vais répondre très simplement, un monde en état d'urgence, c'est bien notre thématique de la soirée. On va peut-être effectivement aller un petit peu plus loin, sachant que c'est évidemment très compliqué de répondre à cette question. Alors, un monde en état d'urgence, je m'amusais en préparant mon intervention tout à l'heure en début d'après-midi à réfléchir aux crises que nous avions traversées ces dernières années. Alors, je ne repartirai pas de la crise de 2008, mais en ne repartant que de la crise migratoire de 2015 en Europe, eh bien, j'en ai trouvé au moins 6, et plus je réfléchissais, plus je me rendais compte que potentiellement j'en avais oublié. Donc c'est la crise migratoire, bien évidemment, en 2015, c'est le Brexit, on peut considérer que l'élection de Trump a été une sorte de crise aussi, vous serez d'accord avec moi, en tout cas pour l'Europe, ça a été un vrai moment de questionnement. La pandémie, et le Covid, bien évidemment, en 2020, que nous n'avons pas encore tout à fait oublié. Et puis, il y a eu la guerre, et aujourd'hui, cette crise de l'énergie. Et d'ailleurs, vous voyez, au fur et à mesure que je parle, je me rends compte qu'effectivement, on oublie des crises, parce que, rappelez-vous, avant la guerre, on n'était pas en crise, en tout cas d'un point de vue d'économiste, et pour une économiste, quoique ça se discute, puisqu'on avait une croissance économique qui était extrêmement forte, et quand je dis quoique, c'est parce que quoique ça se discute, est-ce qu'une croissance économique extrêmement forte, c'est une bonne nouvelle, et ça n'est pas aujourd'hui une crise, c'est une vraie question, mais c'est un vaste sujet, et comme vous pouvez le voir, on pourrait partir sur des tas de sujets de cette manière-là, mais avant la guerre en Ukraine, rappelez-vous, on avait une forte croissance, certes, mais on avait quand même un certain nombre de difficultés. On avait des pénuries qui empêchaient un certain nombre d'industries et d'entreprises de produire et d'assembler leurs équipements. Donc on s'aperçoit qu'en fait, on est aujourd'hui traversé, je ne sais pas si on est rentré, parce que ça voudrait dire qu'il faudra en sortir et que ce n'était pas comme ça par le passé, mais on a quand même l'impression, aujourd'hui, que les crises se multiplient. Alors c'est peut-être pas une impression tout à fait justifiée, ou en tout cas c'était pas mieux avant, c'était pas plus calme avant. Je suis pas partisane de ces approches-là. Ce qui est certain, et on va y revenir, c'est que on est confronté à des crises de nature très différentes les unes des autres, mais qui concernent peut-être plus que par le passé, qui concernent tout le monde et qui sont toutes interconnectées les unes avec les autres. Et c'est peut-être pour cette raison-là que nous avons l'impression d'être dans un monde en état d'urgence et avec en plus un certain nombre de défis à relever et au fond des crises qui nous font prendre du retard dans tous ces défis à relever. Donc je crois que c'est un petit peu cette idée-là. Alors où va le monde? Moi j'aime bien quand je commence à réfléchir sur une intervention me rappeler toujours la phrase qu'a prononcée Albert Camus lorsqu'il a reçu son prix Nobel, qui nous remet quand même à un niveau plus juste, c'est qu'au fond on a toujours l'impression que le monde est en train de changer progressivement, et qu'on peut impacter sur ce monde qui change, et puis on s'aperçoit qu'on est tout petit face à ce monde qui change, et ça c'est probablement la véritable question. Quel sera le monde d'après? J'ai pas la réponse, et vous aviez raison, monsieur le professeur, de souligner que la question était compliquée. J'ai pas la réponse. Je pense que quiconque prétendrait l'avoir serait au mieux un complotiste, au pire quelqu'un d'extrêmement dangereux, et encore une fois, à considérer que les complotistes sont pas dangereux, ça se discute bien évidemment. J'aime pas non plus parler de ce monde d'après, parce que, encore une fois, quand on pense le monde d'après, on pense rupture. Et je ne crois pas que nous soyons aujourd'hui face à une rupture majeure, comme certains peuvent le prétendre. Je pense que tout est continuité.
peut-être parce que je suis amateur d'histoire, que j'aurais pu embrasser la carrière d'historienne au lieu de la carrière d'économiste, et que je suis une assidue lectrice de Fernand Braudel, et en plus Fernand Braudel y m'aide parce que moi je travaille dans un monde de géopoliticiens qui voient tout par le prisme de la politique, alors que j'ai plutôt tendance à toujours voir les statistiques économiques et à essayer de comprendre le monde par l'économie. Et Fernand Braudel, il lisait en son temps, et je trouve ça assez intéressant. Et là aussi, ça nous ramène et ça nous sort un petit peu de nos repères. Il disait que l'arrivée du café en Europe, l'introduction du café en Europe, avait probablement eu des conséquences bien plus importantes que le règne de Charles Quint. Et je partage assez cette analyse, mais à chaque fois que je l'explique à mes collègues géopoliticiens, ils ne sont pas du tout d'accord avec moi. On en débattra si vous le souhaitez. Donc, est-ce qu'on est face à une rupture? Non, pas tant que ça. Et du coup, si on se dit qu'on n'est pas face à une rupture, c'est intéressant d'aller regarder du côté de l'histoire. Et pour l'histoire économique, en fait, on a l'idée, alors je relie toujours quand même l'économique et le politique parce que je parle plus souvent à des gens qui s'intéressent à la science politique. Et en fait, on s'aperçoit quand on relit un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, on s'aperçoit que au moment où la guerre froide se terminait au début des années 90, où on pensait que c'était la fin de l'histoire, la victoire finalement alors, on a souvent dit la victoire de la démocratie et du capitalisme. Moi, j'ai l'impression qu'au début des années 90, si on combine en fait cette pensée politique et la pensée économique et l'ouverture du monde, en fait, l'arrivée des technologies de l'information et de la communication, avec tout ce qu'elles vont changer dans nos vies, ces technologies. Moi, je crois que plus que la fin de l'histoire, parce que le capitalisme et la démocratie en sortent victorieuses, c'est plutôt l'impression au début des années 90 de la toute-puissance de l'être humain. L'impression que l'être humain, grâce au marché, donc au capitalisme, grâce à la démocratie, a enfin maîtrisé, grâce à la technologie aussi bien évidemment et aux innovations, a enfin maîtrisé le monde. Et je trouvais intéressant, je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage « La Terre est plate » de Friedman. Friedman, il décrit en fait, au début des années 2000, il décrit ce qu'est la mondialisation, ce qui s'est passé au début des années 90, sauf qu'on est en 2005, donc vous voyez, c'est pas si loin. 2005, c'est 3 ans avant la crise de 2008. Et en 2005, Thomas Friedman et une grande partie des économistes, et c'est pour ça que j'ai mis la citation de Joseph Stiglitz, parce que Joseph Stiglitz, c'est pas le plus orthodoxe des économistes, c'est pas non plus un huluberlu, il a obtenu un prix Nobel, il est respecté et respectable d'ailleurs, il a une vision très originale de l'économie, et pourtant, en 2005, 3 ans avant la crise de 2008, et alors même, on va le voir ensemble, qu'il y a déjà un certain nombre de signaux que l'on pourrait qualifier de faibles, mais qui n'étaient pas si faibles que ça et surtout qui se multipliaient, eh bien en 2005, on aurait dû se rendre compte que ce monde qui s'était ouvert en 1990, c'était pas juste cette victoire de l'humain sur tout le reste, que c'était pas juste la victoire de l'économie et de la démocratie sur tout autre système économique ou politique. Et donc cette terre est plate, bien, elle nous décrit ce qui a été qualifié par d'autres et que je trouve bien illustré par ce mot, c'est l'économie du Lego. C'est cette idée qu'au fond, grâce à la mondialisation, on va commercer, on va échanger, on se fera plus jamais la guerre, il y aura plus jamais de violence, on vivra tous en paix les uns avec les autres. Alors autant en 1990, on peut comprendre l'euphorie de la fin de la guerre froide. Après toutes ces années, certains d'entre vous, moi inclus, les avons vécu. On a quand même passé des décennies à avoir la crainte qu'on a aujourd'hui quand M. Poutine nous menace d'une attaque nucléaire, la crainte que le monde, qu'on se réveille pas un matin en fait, que le monde ait été entièrement détruit. Et c'est vrai que début des années 90, on comprend qu'on puisse avoir envie d'y croire. Que dans les années 2000, on soit encore persuadé que ça y est, on a trouvé la voie, l'alpha et l'oméga vers ce monde
monde parfait, pacifié, se développant, s'enrichissant, etc. Ça peut paraître assez étonnant parce que si on regarde bien les événements et tout ce qui s'est passé, et le choix a été difficile, et vous voyez, j'ai eu du mal à faire du tri, donc j'ai récupéré beaucoup, je vous ai mis beaucoup de photos, mais vous avez 1990, c'est sûr que c'est la chute du mur de Berlin, c'est sûr que c'est la fin de la guerre froide, mais 1992, c'est aussi le sommet de Rio, et c'est déjà une inquiétude par rapport au climat qui change. 1994, la photo que je vous ai mise, c'est la création de l'OMC, cette organisation qui était supposée assurer un commerce, j'allais dire équitable, mais en tout cas loyal entre tous. Alors là, c'est le Fonds monétaire international, il y a l'OMC juste à côté. C'est aussi 94, c'est aussi l'année où les grandes organisations internationales vont développer ce concept de consensus de Washington. Le consensus de Washington, si vous vous souvenez bien, c'est ces recettes toutes prêtes où on dit aux pays qui sont en difficulté économique, c'est très simple, vous ouvrez tout, vous dérégulez tout et vous allez voir, tout va bien se passer. Et on s'est rendu compte que tout s'était pas bien passé. En dessous, c'est une photo de la crise de la dette en Argentine et des manifestations en Argentine, en particulier du fait de ces recettes de cuisine pourtant bien transposées du Fonds monétaire international. Donc 1995, je vous disais, c'est la création de l'OMC, et puis dans le même temps, 1999, c'est déjà les altermondialistes, c'est déjà les premières manifestations pour s'inquiéter des effets pervers de la mondialisation. Donc vous voyez que quand on regarde ce qui s'est passé ces 30 dernières années, eh bien on s'aperçoit qu'on pouvait avoir plusieurs lectures. 2001, c'est quoi? C'est l'entrée de la Chine à l'OMC, avec l'idée, et je ne l'ai pas remise, mais vous avez des déclarations de M. Clinton lui-même, président des États-Unis, qui vous explique que l'entrée de la Chine à l'OMC est une incroyable opportunité. Alors ça a été une incroyable opportunité pour toutes les grandes entreprises de cette planète, ça c'est incontestable, mais une incroyable opportunité pour pousser la Chine vers la démocratie et vers la démocratisation. On s'aperçoit que 20 ans plus tard, on peut en douter, et que ça n'a pas eu tout à fait l'effet escompté. Et puis je continue, j'avance assez vite et je vais pas vous raconter l'histoire de ces 30 dernières années, ça serait bien trop long, mais 2001, c'est certes l'entrée de la Chine à l'OMC, mais c'est aussi les attentats du 11 septembre. Et ces attentats du 11 septembre, sordides, et je ne reviens pas là-dessus, mais qui nous disent aussi un certain nombre de choses sur ce qu'est en train de devenir ce monde, et ce qu'est en train de devenir ce monde et ce qu'il deviendra par la suite. 2008, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher, en économiste que je suis, de vous citer la crise de 2008 et la faillite de Lehman Brothers. 2012, c'est l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir avec le durcissement et le côté assumé de la volonté de puissance par les Chinois, avec également la naissance des BRICS. Alors c'est plutôt 2010 que 2012, mais les BRICS c'est quoi? Et on l'a vu encore la semaine dernière avec la conférence de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est la volonté d'un certain nombre de pays de réformer le système international, donc une sorte de contestation de cet ordre qui se met en place au début des années 90, une contestation avec une revendication qui pour nous, qui défendons encore cette idée de démocratie, aurait dû nous parler, c'est la volonté de participer plus justement et plus équitablement aux affaires du monde. Je vous rappelle que la Chine, au Fonds monétaire international, la Chine, qui représente aujourd'hui à environ 17% du PIB mondial, ne pèse que pour 4% dans les droits de vote. Donc on s'aperçoit qu'on a eu du mal à laisser la place. Alors je continue dans les crises. Là, je vais passer assez vite parce qu'au fond, ce sont des choses que je vous ai déjà citées. Donc 2016, c'est Donald Trump, c'est le Brexit, et puis 2020, c'est la pandémie, mais c'est aussi les aléas climatiques dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de régions, et puis ces aléas climatiques qui finalement se renouvellent tous les ans. Alors je n'arrive pas à dater quelle est la première année où on a eu des aléas climatiques médiatisés, mais il est clair qu'aujourd'hui, on les retrouve partout dans le monde, et puis 2022, c'est la guerre. Et au fond, que nous disent tous ces événements? Eh bien, alors c'était difficile de résumer tout ça, c'était difficile de synthétiser ma pensée, mais ces événements nous disent plusieurs choses. Le premier, et c'est peut-être pas rassurant dans la perspective de la guerre en Ukraine, vous voyez que j'y arrive,
c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même on pourrait inclure la Seconde Guerre mondiale, les guerres interétatiques ne sont plus gagnées par les États qui les initient. Alors quelque part, on pourrait se dire que c'est très juste et que c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf que des guerres interétatiques, avant qu'elles soient perdues, elles se poursuivent avec tous les effets pervers de guerre. Les guerres propres n'ont jamais existé, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense et quoi qu'on ait pu nous en dire. À cette époque où on croyait encore, au début des années 90, que le monde avait changé. Et on s'aperçoit que non seulement les guerres ne se gagnent plus, alors certes il y a moins de guerres, en tout cas moins de guerres interétatiques, mais et je crois que c'est Bertrand Badi qui estimait dans une conférence à laquelle j'ai assisté il y a quelques mois, qui estimait que 95% des conflits aujourd'hui étaient intra-étatiques. Et surtout ce que je retiens moi au-delà des guerres et des conflits, c'est que on voit monter en puissance les sociétés civiles. Et ça, c'est une très bonne chose, dans une perspective démocratique, bien évidemment, sauf que la difficulté, c'est que on n'a peut-être pas suffisamment pris conscience de ces nouveaux acteurs de ces nouveaux acteurs politiques que sont aujourd'hui les sociétés civiles, y inclut les consommateurs d'ailleurs, les entreprises également, et donc que ces sociétés s'expriment au travers de mouvements sociaux, parce qu'au fond, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit que les systèmes de représentation ne sont peut-être pas adaptés à représenter correctement les sociétés civiles. Une deuxième chose, et ça fait le lien avec ces sociétés civiles, c'est au fond une démocratie qui est plébiscitée. Elle est plébiscitée par ces sociétés civiles qui veulent s'exprimer, qui veulent avoir voix au chapitre. Je vous parlais tout à l'heure de ces pays émergents, de ces pays qui veulent avoir également, qui veulent participer à l'ordre du monde, qui veulent interférer et interagir sur l'ordre du monde. On peut considérer que c'est une idée démocratique, l'idée qu'on a le droit à la parole, l'idée que les hiérarchies s'effacent, et ça c'est le troisième aspect. C'est particulièrement, je trouve que c'est particulièrement intéressant, sauf qu'il faut savoir l'accepter, il faut savoir l'entendre, et c'est vrai que la démocratie reste une idée nationale en fait, assez peu internationale. C'est en ça d'ailleurs que je trouve la construction européenne et l'Union européenne présentent un exemple intéressant qu'il faudrait peut-être plus mettre en avant et plus assumer en tant que tel dans ce contexte. Et en même temps, cette démocratie, elle est plébiscitée, mais on le voit dans l'ordre du monde qui se dessine avec les démocraties d'un côté et je mettrai des guillemets, les autocraties entre guillemets de l'autre. On s'aperçoit qu'elle est également menacée et contestée. Je vous disais tout à l'heure, il y a des hiérarchies qui disparaissent à tous les niveaux, au niveau local, au niveau régional, national, global. Ces hiérarchies disparaissent et se fondent aujourd'hui, mais en même temps, on voit des inégalités qui se creusent, inégalités d'accès, inégalités de revenus, etc., etc. Ce que je vois aussi dans ce monde, et j'aurais encore plein de choses à vous dire, mais ce que je vois aussi dans ce monde, c'est un monde qui n'a jamais été aussi prospère. Et ça, c'est à ne pas oublier, c'est une réalité. Un monde qui n'a jamais été aussi prospère et qui, en même temps, n'a jamais été aussi près du gouffre. Et en fait, plus qu'une rupture, c'est la confrontation de tous ces paradoxes qui, me semble-t-il, créent aujourd'hui cette impression d'un monde en état d'urgence, parce que ces paradoxes doivent être pris en compte et doivent être solutionnés, et qu'à la fois trouver des chemins intermédiaires entre des paradoxes, c'est pas toujours évident, surtout quand ils se multiplient. Donc c'est un monde en plus où les crises, comme je vous le disais tout à l'heure, se multiplient. Elles sont de différentes natures et elles ont des conséquences pour tout le monde. C'est cette question des interdépendances qui crée une complexité.
Moi, j'ai envie de ne pas rester sur une note pessimiste à mon exposé, donc j'essaye toujours de voir le bon côté. Alors certains me trouveront naïve, encore une fois, je pense que c'est pas, on peut être conscient des difficultés et des problèmes, on peut avoir une description du monde qui est extrêmement réaliste, et en même temps se dire que face aux défis qui nous sont posés, ces défis, quelque part, quand on les regarde, ils sont globaux. Et ils appellent plus de démocratie, plus d'échanges, plus d'inclusion et plus de travail collectif, même si j'ai bien conscience que c'est pas la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est la guerre en Ukraine, et comment on répond à cette guerre en Ukraine et à toutes les conséquences qu'elle peut avoir. Et on y vient dans un instant. Et surtout, ce que je constate quand on regarde un petit peu les mouvements sociaux et qui finalement créent un certain espoir. En tout cas, j'ai envie de croire en cet espoir. Quand on regarde ce qui s'est passé également pendant la pandémie de Covid et la façon dont les gouvernements ont pu réagir, je trouve que quelque part, dans ces crises, il y a une prise de conscience que face à une moindre hiérarchie de nos sociétés, face à des populations qui veulent qu'on pense à elles, en fait, et qu'on pense à leur santé, à leur sécurité et autres. Il y a un concept qui devient crucial, qui n'est pas assez traité ou qui n'est pas assez exposé aux populations, ou dans les choix politiques, c'est ce concept de sécurité humaine. Au fond, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la santé. Et autant, je pense que de tout temps, tout le monde a toujours voulu ça paraît évident. Ce qui est certain, ce qui apparaît avec certitude, c'est, et très clairement dans les politiques économiques qui sont mises en place, je pense évidemment au quoi qu'il en coûte français dans la pandémie de Covid, mais tous les pays ont été concernés. Face à ces crises, plus aucun gouvernement aujourd'hui, en tout cas dans nos démocraties, ne songerait à oublier l'humain et à oublier cette notion de sécurité humaine. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une lueur d'espoir dans ce monde extrêmement complexe, c'est que l'humain existe, l'humain est quand même au cœur des préoccupations. Et de fait, ça ouvre un certain nombre de pistes, ça ouvre un certain nombre de voies. Alors, à mon sens, ça ouvre des pistes qui ne sont pas encore tout à fait les bonnes. On n'a pas tout à fait compris les enjeux, mais somme toute, on prend la prise de conscience, c'est déjà un premier pas. Alors, le temps passe vite, donc je vais avancer un petit peu, et la guerre en Ukraine. Dans cette guerre en Ukraine, pour finalement illustrer ce que je viens de vous dire, il y a la guerre qui est dramatique, il y a des conséquences économiques qui sont extrêmement dures pour l'ensemble de la planète et qui illustrent cette interdépendance entre tous les événements. Il faut quand même prendre conscience que je disais déjà ça à mes étudiants quand je leur parlais de la crise de 2008. Vous vous rendez compte de la crise de 2008, ce que c'était ? La crise de 2008, c'est une banque, la 4e banque d'investissement américaine, donc ce n'est pas un acteur majeur du système financier international, qui fait faillite et qui menace tout le système. On est en économie, c'est de l'économie, les interdépendances en économie, dans la mondialisation, on les a comprises depuis longtemps et on les traite depuis longtemps. Mais aujourd'hui, alors justement, pour revenir sur mes étudiants, moi j'ai construit un cours à partir de 2008 qui s'appelait « Repenser l'économie ». Et puis au fur et à mesure que les crises se développent, je l'appelle comment réagir aux risques systémiques. Et j'ai introduit dans ce cours les différentes crises. Donc chaque année, ça me permet de le renouveler, vous me direz. Donc en 2020, on a introduit le Covid qui est un phénomène sanitaire, une crise sanitaire, et qui pourtant a des implications économiques. Et puis après, j'ai introduit le post-Covid en 2021. 2022, c'était la guerre en Ukraine. Et c'est vrai que j'essaye aujourd'hui, un peu débordée, j'essaye de me débarrasser de ce cours. Mais quand je montre ce cours à des gens qui sont susceptibles d'enseigner sur le risque systémique, qui me dit non, c'est pas de la finance ton cours. Donc ils sont pas en mesure et ils veulent pas le récupérer. Mais quand vous y réfléchissez, la crise de 2008, la faillite de Lehman Brothers, mais la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, et c'est pas moi qui le dis, c'est un certain nombre de pays africains ou sud-américains, la guerre en Ukraine, c'est une crise régionale. C'est une guerre en Europe, entre la Russie et l'Ukraine, qui sont des puissances, des pays importants,
mais pas des pays majeurs. C'est pas les États-Unis et la Chine, c'est pas une guerre entre les États-Unis et la Chine. Et pourtant, cette guerre en Ukraine, elle a accéléré l'inflation, qui était déjà balbutiante, mais qui décollait suite à la pandémie de Covid, mais de manière beaucoup plus logique. L'inflation suite à la pandémie de Covid, c'était une inflation qui était temporaire, liée à la remise en route du système. Avec la guerre en Ukraine, l'inflation, elle s'installe. Elle s'installe durablement dans nos économies, nous obligeant d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, à accélérer notre transition énergétique, puisque l'essentiel de cette inflation, elle vient de l'augmentation des prix de l'énergie. Elle a accentué, cette guerre en Ukraine, les pénuries. On a eu beaucoup de craintes avant l'été sur des pénuries alimentaires. Les craintes se sont effacées depuis l'été. Elles se sont effacées des médias et de la scène médiatique. Les craintes sont toujours présentes et les experts de ces questions agricoles sont toujours extrêmement inquiets. On a vu également combien dans cette guerre que certains qualifient déjà et qu'on peut qualifier déjà de première guerre globalisée ou de première guerre de la mondialisation, on a vu comment l'arme économique pouvait prendre le relais des armes classiques via les sanctions. Et comment dans cette guerre et dans ces sanctions, ce qui est en train de se jouer, c'est pas tellement d'arrêter la guerre en tant que telle. Pour avoir beaucoup travaillé sur les sanctions économiques, dès les premiers jours, on était certain, on savait que ces sanctions n'arrêteraient pas la guerre, n'auraient pas d'efficacité dans ce sens-là et ne convaincraient pas M. Poutine d'aller négocier très vite un cessez-le-feu. Par contre, ce qui est certain, c'est que ces sanctions, elles excluent durablement des relations économiques internationales la Russie. Alors vous allez me dire, et on pourra en débattre, mais la Russie s'est rapprochée de la Chine. Certes, les Chinois profitent largement de la situation. Je ne suis pas sûre qu'ils se considèrent aujourd'hui comme constituant un bloc et comme ayant un partenaire russe à forces égales. D'ailleurs, petite précision, petite anecdote peut-être, ou petit curseur, cette question économique est une question centrale. La Chine a fait le choix du développement économique et de la croissance économique, là où la Russie a préféré la puissance stratégique au sens large du terme. Il y a 25 ans de ça, la Chine était à peu près la 15e puissance au monde, là où la Russie devait être 11e. Aujourd'hui, la Chine est 2e et la Russie est restée 11e. Donc on voit l'importance dans la mondialisation de ces questions économiques et l'interférence de ces questions économiques. Alors, quelles conséquences de cette guerre en Ukraine ? Eh bien, encore une fois, je pense que les conséquences vont être de long terme. Alors, pour la Russie, c'est relativement plié. C'est un pays, de toute façon, qui, depuis les années 90, ne parvient pas, en fait, à prendre le train du développement économique, à profiter de ces ressources naturelles. Il pourra peut-être en profiter dans les décennies qui viennent, parce que la transition énergétique, vous le savez tous, c'est le passage d'énergies fossiles à une dépendance plus forte vis-à-vis des métaux, et ces métaux qui nous permettent de produire de l'électricité de diverses manières. Et il est clair que la Russie est très riche en métaux. Simplement, les métaux, les richesses naturelles n'ont jamais construit un développement économique durable. Donc, ça reste un leurre que de le penser. Donc, cette guerre, elle aura pour conséquence aussi... de durablement nous faire passer dans un autre monde économique, ça c'est certain, parce qu'elle a accéléré la transition énergétique, elle a accéléré aussi la façon qu'ont les entreprises, que peuvent avoir les consommateurs de ce qu'est un modèle économique, de ce qu'est un mode de vie. Moi je trouve intéressant, on nous promet, et peut-être qu'on l'aura, et ce que je vais vous dire est peut-être totalement erroné, les semaines nous le diront. Moi je trouve assez intéressant de voir combien, alors grâce aussi à la solidarité européenne, et c'est ça qui est intéressant, ça fait des mois qu'on nous promet que les gens vont descendre dans la rue parce que l'énergie est trop chère, etc. Je trouve que, au vu du choc économique qu'a été cette guerre en Europe, des inquiétudes que porte cette guerre en Europe, les populations sont relativement résilientes en fait, et ont compris quels étaient les enjeux derrière, ou en tout cas j'ai l'impression ont compris une partie des enjeux. Alors jusqu'à quand ça va tenir ? On voit qu'il y a des élections et que dans ces élections s'expriment un certain nombre d'inquiétudes, mais somme toute ça aurait pu être bien pire, et aujourd'hui ça reste
relativement sous contrôle. Encore une fois, je me trompe peut-être et les mois qui viendront peut-être me contredire, mais je trouve ça assez intéressant. Donc voilà un petit peu ce monde. Et ce monde, finalement, c'est un modèle à inventer, un modèle à réinventer, un modèle où, certes, la consommation va être moins facile. On parlait tout à l'heure, Madame la Ministre, vous parliez de la fin de l'abondance et de la nécessaire sobriété, mais cette sobriété, c'est aussi une opportunité qui nous est offerte à réfléchir à ce que nous avons, à ce que nous valorisons, et je trouve que là-dessus, il y a un certain nombre de réflexions qui sont engagées à tous les niveaux, et je ne citerai pas tous les enjeux qui sont portés par les mouvements sociaux, mais si on les écoute, dans ces mouvements sociaux, il y a des enjeux qui dépassent largement le seul pouvoir d'achat, des enjeux de lutte contre la corruption, des enjeux d'équité, des enjeux d'égalité, des enjeux qui sont au-delà de l'économie, qui est plus dans le social ou dans le politique. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Quelle perspective alors, pour moi, si, je vais quand même résumer. Pour moi, il y a deux voies qui s'ouvrent à nous. Et je crois que les sociétés civiles, le secteur privé, les entreprises ont peut-être plus conscience encore de ces deux voies que les décideurs politiques, en tout cas dans certains pays. C'est la voie de la coopération, la voie du multilatéralisme face aux défis globaux. Les pays du Sud aussi, je trouve. J'ai interprété comme ça. Moi, les votes aux Nations Unies, c'était pas une opposition frontale à l'Occident et au modèle occidental. C'était plus une façon de dire, mais écoutez-nous, pensez à nous et pensez aux conséquences qu'a aussi cette guerre sur nous. Donc ça, c'est la voie idéale ou la voie que l'on peut souhaiter. Ce plus de coopération, ou alors l'affrontement. Et ce monde de blocs qui nous est annoncé par un certain nombre, ce monde de blocs qui opposerait les gens bien, alors nous on se place du côté des gens bien comme toujours, donc les démocrates qui respectent les libertés et qui donnent souvent des leçons à tout le monde sans pour autant toujours respecter leurs grands principes. Et puis face à eux, ces supposés ou ces autocrates qui aussi ont tendance à durcir le ton ces dernières semaines. Je pense qu'il y a une alternative à ce choix-là. Et encore une fois, je pense qu'elle peut être portée par la société civile. Et en tout cas, on l'avait ressenti avant le Covid en 2019 dans les mouvements sociaux. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous aurez des questions.